Le 1er avril 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Aerosmith, texte intégral. Une des conséquences de la synchronisation du son et de l'image aura été d'orienter le cinéma américain vers le film livresque, considéré longtemps comme un apanage de la France, où il y eut jadis de beaux jours pour les adaptations à grand tour de manivelle des romans de Zola et de Jean Écart. Ce genre de turpitude aura été épargné à Hollywood, qui en a d'ailleurs d'autres à son actif. On a cependant eu maintes fois, depuis 3 ans, l'occasion de regretter le Far West, les fusillades de Chicago, devant les illustrations psychologiques des plus gros tirages du nouveau continent. Une exception s'imposa cependant l'année dernière en faveur de Une tragédie américaine, magistralement découpée sous la direction de Sternberg, incarnée par Philip Holmes et Sylvia Sidney. Malheureusement, le sujet, sévère pour les Yankees, était escamoté. Un crime banal avec un interminable dénouement en cour d'assises suppléait fort mal au réquisitoire moral dressé dans le livre contre toute une société. L'écrivain, Théodore Dreiser, se refusa publiquement à reconnaître sa pensée. Avertis par un tel précédent, les producteurs d'Aerosmith ont prudemment déclaré que leur film était basé sur le livre de Sinclair Lewis, l'heureux auteur de Babbitt, lauréat du prix Nobel. Le romancier n'en a pas moins reconnu la fidélité de cette traduction, qui a été l'un des grands succès de la dernière saison cinématographique aux États-Unis. L'argument, qui ne paraît pas au premier abord offrir une très riche matière visuelle, développe avec autant d'humanité que de pessimisme les mécomptes de l'abnégation et de la recherche scientifique. Un étudiant en médecine, Aerosmith, signalé à ses professeurs par la vivacité de ses intuitions, épouse une jeune fille qui porte bien le voile d'infirmière, mais lave surtout les carreaux de l'hôpital. Cette union compromet son avenir. Le jeune savant va exercer dans le village de sa femme, où il est tour à tour pharmacien, dentiste et vétérinaire. Il arrête même, par un sérum de sa fabrication, une épidémie qui ravageait le cheptel de l'endroit. Ce succès lui vaut d'être engagé par un grand laboratoire de New York, où il retrouve un de ses meilleurs maîtres. Ce palais de la science est malheureusement dirigé par un homme d'affaires que l'histoire de M. Édouard Branly divertirait fort. Il lance prématurément un sérum contre la peste de l'énergique Aerosmith, dont le portrait paraît en manchette des journaux comme celui d'un nouveau bienfaiteur de l'humanité. Le lendemain, on s'aperçoit que la formule du jeune savant a été découverte 6 mois plus tôt par un chimiste français. Épisode assez étonnant, soit dit en passant, dans un livre américain. La réputation d'Aerosmith est compromise, mais il va s'offrir pour lui une occasion dramatique de se réhabiliter. La peste bubonique sévit dans une île des Antilles. Aerosmith y part avec sa femme et un docteur canadien. Sous les tropiques, il assiste à une grande assemblée médicale. Aerosmith réclame des collaborateurs, mais tous les blancs se récusent. Seul un médecin noir, M. Sinclair Lewis est décidément un bien singulier américain, fait confiance au savant et accepte de le suivre. À pied d'œuvre, les 3 héros circonscrivent par des moyens énergiques l'épidémie, vaccinent les indigènes et se rendent maîtres du fléau. Mais les 2 compagnons du savant et sa femme succomberont à la contagion. Aerosmith rentre seul, son patron lui a préparé une apothéose, en attendant de monnayer son courage. Une divorcée désœuvrée s'est éprise de cet intrépide garçon. Aerosmith n'en a cure, il ne souhaite que l'approbation de son professeur, mais la raison de ce dernier a sombré dans ses spéculations biologiques. Aerosmith, déchiré et dégoûté, écarte les reporters venus le mitrailler à coups de magnésium et s'en va, son microscope sous le bras. La réalisation matérielle de l'ouvrage excitera l'envie de tous les cinéastes travaillant dans des studios européens. Rien n'a été épargné, et pourtant rien n'est voyant. De ce luxe ostentatoire si fréquent justement dans les films de cette série. Il ne s'agit plus seulement ici des dépenses imbéciles, engagées pour des étoffes flammées et chatoyantes, mais plutôt de l'atmosphère de confort
de parfaite sécurité technique dans laquelle put œuvrer le metteur en scène John Ford. Cependant, nous ne prêterions pas attention à cette superbe machinerie, à ces solides accessoires, si on les avait employés niaisement. Par bonheur, le film est excellent, commandé par un souci assez particulier et intelligent de vérité. Le cinéaste n'a pas jugé nécessaire de suivre, pas à pas, le réalisme un peu étroit de Sinclair Lewis, héritier de Maupassant et de Flaubert. Il avait 30 scènes à situer. Un restaurant pour amoureux modestes, un laboratoire à la dernière mode, une bourgade de la province américaine, le logis d'un ménage sans faste. Leur exactitude vient non de l'accumulation, de l'énumération poétique, à la Sternberg, mais de la place assignée aux détails choisis. Courte description, jet rapide de lumière convergeant vers le point qu'il fallait désigner. Les dialogues, le découpage dérivent du même procédé. Il y a là un effort sérieux pour faire passer, dans une langue purement cinématographique, des nuances de caractère, des aspects d'un débat moral qui ne lui ont que trop échappé jusqu'à présent et qu'il était trop commode de confier à un lent et long verbiage, bras croisés et caméra bloquée, pour que cela ne devînt pas très ennuyeux. Par là, Arrowsmith reconquiert son titre de spectacle visuel, qu'on ne lui décernera pas seulement pour les scènes coloniales de l'épidémie, grouillantes, traversées de magnifiques éclairages, mais qui sentent malgré tout un peu le studio. Il est superflu de dire que l'interprétation se maintient à un degré non moins élevé de vraisemblance et de vie. Comme toujours en pareil cas, la figuration, les petits rôles sont prodigieux. C'est peut-être, s'il fallait juger de près, Ronald Colman que l'on pourrait virtuellement remplacer. On chercherait en vain la moindre faute dans son jeu, mais nous ne sommes pas encore habitués en Europe à ces savants en costume de sport, et l'on replace d'instinct Ronald Colman, avec sa petite moustache, dans un de ses rôles de jeune premier traditionnels. Nous retrouvons au contraire personnifié, avec un relief et une exactitude de geste ou d'intonation incroyable, notre conception de l'homme de cabinet dans la silhouette décharnée et nerveuse du vieux professeur Gottlieb, dans le tic de sa main ossifiée et dans sa manche trop longue. Helen Hayes, enfin, a fait une composition admirablement précise de l'humble compagne de l'intellectuel, humble, naïve, s'efforçant de si touchantes manières à compenser son ignorance par sa tendresse et ses soins, plus douce et rare peut-être que la collaboratrice éclairée.